Déjà le dernier chapitre du cours, et dans ce chapitre, il y aura 3 parties de blabla et 2 TP. Ça y est, on attaque le sujet des pointeurs. C'est un sujet délicat, pas facile, où de nombreux pseudo-informaticiens disent que c'est pas utile. Donc peut-être que vous avez votre cousin Jean Dylan qui dit que ça sert à que dalle. Ouais, peut-être que lui ça sert à rien, mais je rappelle qu'ici c'est un cours donné aux ingénieurs qui potentiellement, et c'est même pas une blague, il y en a qui le font, ils envoient des satellites en orbite. Donc c'est pas gestion de stock facturation, on travaille pas sur les mêmes technologies, et dans ce cas-là, la notion de pointeur est vraiment fondamentale. Avant de passer au pointeur, je vais vous expliquer la notion d'adresse. Donc vos variables, vos vecteurs, etc., ils se mettent en RAM, et vous pouvez voir la RAM comme un gros tableau, où chaque case de ce tableau, c'est un seul octet d'espace, et chaque octet, comme ça dans le tableau, donc chaque case a une adresse qui lui est propre, une adresse unique. Voilà, et si vous compilez votre programme en 64 bits, bah vous avez deux exposants 64 adresses différentes pour stocker des données. Et quand votre programme compile, les variables, donc son fonctionnement interne de ce qu'il a créé comme langage machine, les noms de vos variables, il s'en fout, lui ce qui l'intéresse, c'est les adresses. Et donc, prenons un exemple, ça c'est ma RAM, et dans ma RAM, j'ai c'est un tableau, et en bleu, vous avez les adresses, et sur la ligne du dessous, vous avez les valeurs. Par exemple, ma variable que j'ai appelée A, qui est un char, sera stockée en adresse 104, et j'ai le caractère O qui est en adresse 104. Ma variable C, qui est un entier, sera par exemple en adresse 106, mais il occupera 4 octets d'espace, vu que c'est un entier. Un entier, c'est 32 bits, donc à 4 octets. Vous voyez ici le B, qui est un float, donc 4 octets, ou par exemple D, qui est un double, lui, il occupera 8 octets, vu qu'un double occupe 64 bits. Et donc, les variables, elles ont un nom pour moi au niveau, que je puisse m'y retrouver au niveau programmation, mais d'un point de vue fonctionnement interne de l'ordinateur, lui, il ne travaille pas par nom, il travaille par adresse. Et s'il va accéder à la variable C, lui, ça a complètement oublié qu'elle s'appelle C, lui, il accède à la case 106. Ce qu'il y a, c'est que ces adresses, elles peuvent potentiellement changer à chaque exécution, parce que votre RAM, elle est occupée par différents programmes, et à chaque fois que vous lancez un programme, l'espace libre au niveau de votre mémoire n'est pas situé forcément sur les mêmes adresses, et donc ces adresses, la variable A par exemple, à un moment donné peut être à stocker à l'adresse 104, et à la prochaine exécution, ça peut être à l'adresse 253 000. Donc ces adresses changent à chaque exécution. En fonction de comment vous compilez, si vous compilez en x86, vos adresses mémoire, il y en a deux exposants 32 différentes, elles sont écrites sur 32 bits, ou si vous compilez en 64 bits, elles seront écrites sur 64 bits. Prenons un exemple. Donc ici, je crée une variable que j'appelle C, hop, voilà sa valeur. Si je veux afficher la valeur de C, j'écris C, mais je peux afficher son adresse. Et pour afficher l'adresse, c'est le symbole E. Voilà. C'est le même symbole que pour les références, enfin j'y reviendrai. Et ça affichera pas la valeur, mais l'adresse de C. Et donc si je compile en x86, on verra bien la valeur de C et ensuite son adresse. Alors ça, c'est en hexadécimal. Voilà, donc ça fait, il y a combien de caractères? Il y en a 8. 8 x 4, 32, donc ça fait bien 32 bits. Et si je compile en x64, vous avez ici une adresse exprimée sur beaucoup plus de valeurs, le double. Voilà, donc on peut afficher l'adresse grâce au symbole E, gardez ça en tête. Passons maintenant au pointeur. Et la première chose à retenir, ce que beaucoup oublient, c'est qu'un pointeur, en fait, c'est une variable. C'est juste une variable spéciale, mais c'est une variable. Tout ce qu'une variable peut faire, un pointeur peut le faire. Une variable a un nom, un pointeur a un nom. Une variable a un type, un pointeur a un type. Une variable a une adresse, donc on a vu précédemment que je pouvais afficher l'adresse d'une variable, je peux afficher l'adresse d'un pointeur. Le pointeur contient une valeur tout comme une variable. Cette valeur peut changer. Donc ça paraît débile, mais on verra après une référence, là ça peut pas changer. Donc une référence c'est pas une variable, un pointeur est une variable. Donc la valeur qu'il contient peut changer. Et ça, ce sont les spécificités d'une variable. Tout ça, un pointeur, il l'a. Sauf que ce qu'il a en plus par rapport à une variable, c'est que la valeur qu'il stocke, c'est d'office une adresse. Donc bien qu'il soit typé, on y reviendra, lui ne stocke que des adresses. Et à quoi il sert? Il va pouvoir être utilisé pour
accéder à cette fameuse adresse. Donc le pointeur est stocké quelque part, mais contient une adresse d'ailleurs, et on peut utiliser ce pointeur pour accéder à cette fameuse adresse qui est ailleurs. Je vais illustrer ça tout de suite. Donc ça c'est spécifique au pointeur qu'une variable ne peut pas faire. Donc on a une variable ici qui est un entier C qui vaut quelque chose, et on crée ici un pointeur. Pour créer un pointeur, l'idée c'est de mettre astérisque, soit de coller au type, soit de coller au nom du pointeur, peu importe, les deux syntaxes valent. Et donc ça c'est un pointeur d'entier. Ça veut dire que dans pointeur, la donnée que je vais stocker dans pointeur, ça sera d'office une adresse vu qu'il y a l'astérisque, mais pas n'importe quelle adresse, ça devra d'office être l'adresse de quelque chose qui est un entier. Et c'est ce qui se passe en ligne 3, je vais y stocker l'adresse de la variable C. Donc au niveau de ma mémoire, quelque part en mémoire, j'aurai ma variable C, donc ici en adresse 106, et en ligne 3, et j'aurai un pointeur, quelque part également. Je rappelle qu'un pointeur est une variable, donc il occupe aussi un espace en mémoire. Dans ce cas-ci, j'ai mis 4 octets, donc 32 bits, donc c'est qu'on a compilé en x86. Et avec la ligne 3, je vais stocker l'adresse de C, donc 106, dans mon pointeur. Alors à quoi ça sert? On va y venir. On va maintenant manipuler le pointeur. Alors c'est super important de bien comprendre la syntaxe ici. Si vous êtes paumé dans la syntaxe ici, ça va pas aller. Donc il faut vraiment bien capter ce calque. Donc, exemple, je crée deux variables A et B qui valent 10 et 60 et un pointeur d'entier qu'on initialise à l'adresse de A. On va en profiter pour voir les adresses de tout ça. Donc affichage des adresses. On voit que l'adresse de A, on voit l'adresse de B, on voit que P est également une adresse, car je rappelle qu'un pointeur est une variable, donc il occupe aussi un espace mémoire, et il a sa propre adresse. À ne pas confondre avec son contenu, qui est l'adresse de A. Justement, les contenus, les voilà. C'est ce qu'on fait après, on affiche les contenus. Donc A vaut 10, B vaut 60, et on voit bien que le contenu du pointeur, c'est bien l'adresse de A. Ok, super. Jusque-là, on avait capté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, allons-y. Donc, en ligne 24, on peut utiliser le pointeur. Si je mets un astérisque devant le pointeur, ça veut dire que je ne vais pas modifier la valeur du pointeur, mais je vais modifier la valeur à l'adresse vers laquelle il pointe. Donc, le pointeur P contient l'adresse de A. Et avec cette ligne-ci, je vais donc aller à l'adresse de A, directement modifier la valeur de A. Et donc A vaudra 41. À la ligne 25, ici il n'y a pas l'astérisque, donc je vais modifier la valeur du pointeur. Il contenait l'adresse de A, et maintenant j'ai décidé qu'il doit contenir maintenant l'adresse de B. Ce qui veut dire qu'à la ligne 26, je ne modifie plus A, mais je modifie B. Donc je vais incrémenter 1 à l'adresse, enfin à la valeur de B. Et attention, je peux également manipuler le pointeur, sa valeur étant à cette étape-ci l'adresse de B, je peux faire plus égal 1, ce qui va donc passer à l'adresse suivante. Donc je vais incrémenter l'adresse contenue dans le pointeur. Donc illustration, si j'affiche maintenant le contenu de tout, on voit bien que A vaut 41, B vaut 61, et P, il vaut l'adresse de B, plus 4. Pourquoi plus 4? Parce que B c'est un int, tout comme le pointeur. Et donc un int c'est 4 octets, donc quand je fais l'adresse contenue dans le pointeur plus 1, j'avance de 4 octets si c'est un pointeur de int. Si c'est un pointeur de char, ça sera plus 1. Si c'est un pointeur de double, ça sera plus 8. Bref, ça, l'instruction ici en ligne 27, je vous la montre pour être complet, mais faire de l'arithmétique sur le contenu d'un pointeur, normalement, c'est un truc qu'on ne fait pas. Parce que vous ne savez pas ce qui se trouve à cette adresse-là. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, faites pas ça. Mais c'était pour vous montrer. Alors, à quoi ça sert vraiment? Bon, voilà, je vous montre qu'avec un même pointeur, je peux manipuler des choses différentes. Mais à quoi ça sert vraiment? Ça, on va voir plus tard. Alors, petite règle de bonne pratique, je vous prends un exemple. Vous créez un pointeur d'entier, et puis vous essayez de vous téléporter à l'adresse qu'il contient pour écrire la valeur 5. Problème, le pointeur n'a pas été initialisé. Il a été créé, mais il n'a pas été initialisé. Ce qui veut dire que l'adresse qu'il contient est quelconque.
Donc, vous essayez d'écrire 5 à une adresse quelconque. Et là, il y a deux possibilités. Soit, et là vous avez du bol, le programme n'a pas accès à cette adresse, parce que votre système d'exploitation est derrière pour dire, toi, programme, tu as accès en telle plage d'adresse, et si tu écris en dehors, je te dégage. Et là, c'est ce qui se passe. S'il essaie d'accéder à une adresse en dehors de ces plages mémoire, il crache. Soit, pas de bol, l'adresse quelconque qui était dans le pointeur P est connue, enfin est accessible, et donc il modifiera des données à l'adresse contenue dans P, sans que vous ayez l'info qu'il va modifier des données auxquelles il est potentiellement pas censé avoir accès. Et donc vous avez votre programme qui bug, ou ça peut être une faille de sécurité, peu importe, et il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a pas de crash, voilà. Et si ça se trouve, vous n'avez pas vu qu'il a modifié quelque chose, c'est après 1 an et demi qu'on s'en rend compte, enfin bon bref. Donc ça c'est super risqué, il faut éviter ça, et pour éviter ça, c'est quand on crée un pointeur, on l'initialise à la valeur nulle. Comme ça, si vous essayez d'écrire un truc à l'adresse nulle, bah, le programme il va cracher. C'est bien super, on me donne une solution où ça crache. Bah oui, au moins là on sait qu'on essaie d'accéder à une adresse mémoire qui n'existe pas, auquel on n'a pas accès, et donc au moment où on code, on compile, et on voit qu'il y a une couille. C'est pas 1 an et demi après qu'on se rend compte qu'il y a un bug très difficile à trouver. Donc, règle de bonne pratique, toujours initialiser les pointeurs à nul. Et en plus, bien, on peut tester. Donc, si un pointeur contient la valeur nulle ou pas, tandis que vous ne pouvez pas tester s'il contient une valeur quelconque. Là, on peut tester s'il est nul ou pas. Et s'il n'est pas nul, je fais ce que j'ai envie de faire. Et s'il est nul, je ne le fais pas. Et voilà. Prenons un exemple d'utilité. J'ai le code suivant, où j'ai la structure joueur, c'est bêtement un truc, voilà, joueur qui contient un attribut PV, et dans le main, je vais créer un joueur que j'appelle Inosuke, que j'initialise à 100. Donc, Inosuke démarre avec 100 PV, je vérifie en affichant qu'il a bien ses 100 PV. Et puis, on va essayer de buter Inosuke en appelant la fonction tue, et j'envoie Inosuke à la mort. Donc, dans la fonction tue, on reçoit bien quelque chose de type joueur, on fout les PV à 0. En retour de main, on affiche les PV d'Inosuke et ils valent, initialement il valait 100 et après l'avoir buté, ça vaut toujours 100. Alors pourquoi? Parce que quand c'est comme avec des variables, ici c'est une fonction, un appel de fonction qui reçoit un joueur, j'ai envoyé Inosuke, j'ai créé une copie d'Inosuke qui s'appelle joueur. Donc Inosuke lui il existe ici, et puis il meurt là. Là, j'ai créé une copie joueur qui existe pendant cette zone-ci. Donc une fois la fonction terminée, quand je reviens dans le main, je n'ai pas touché à Inosuke, donc il a toujours 100 PV. Grâce au pointeur, on va pouvoir ne pas faire une copie, mais envoyer l'adresse d'Inosuke. Donc si je prends la fonction tue, vous voyez ici, je ne demande plus à recevoir un joueur, mais je demande un pointeur de joueur. Et donc un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse, donc je dois envoyer une adresse à ça. Et donc dans le main, ce que je change que ça. Je mets un « et » devant pour dire je t'envoie l'adresse d'Inosuke. Et ça veut dire que cette fois-ci, la fonction tue va pouvoir travailler directement sur le Inosuke qu'il y a dans le main, vu qu'il a son adresse. Attention, petite subtilité. Donc, je vous rappelle qu'avec les pointeurs, il faut mettre astérisque pointeur pour se téléporter à l'adresse. Donc, c'est ce que j'ai mis ici en commentaire. Donc, pour se téléporter vers Inosuke, je dois écrire astérisque le nom du pointeur. Et puis, comme c'est une structure, .pv pour accéder à l'attribut PV de ma structure. Comme cette syntaxe-là est dégueulasse, en C, en C++, ils ont fait un truc un peu plus simple. Voilà la syntaxe. Donc quand on travaille avec un pointeur de structure, pour accéder à un élément de la structure, c'est flèche. Tandis que si je travaille avec la structure en direct, c'est point. Voilà. Petite subtilité avec les structures et les pointeurs. Et dans ce cas-ci, on aura bien l'exécution, nous montrera bien qu'Inosuke a bien été buté et on a réussi. Alors la fonction à gauche, ça s'appelle un passage par valeur parce qu'on copie la valeur d'Inosuke et on ne modifie pas l'Inosuke envoyé. La fonction de droite, on dit que c'est un passage par adresse car j'envoie l'adresse de ce que je veux manipuler et je le manipule. Voilà une utilité des pointeurs. Ah, ça y est, la stagiaire, elle dit que c'est nul, qu'est quoi?
Oui, effectivement, l'exemple que je vous ai montré, on peut ne pas utiliser de pointeur et se simplifier la vie avec une référence, ce qui était vu dans le cours de première année, les références vite fait. Oui, ça marche, c'est plus simple à écrire, mais on ne sait pas systématiquement substituer une référence à un pointeur. On ne sait pas toujours utiliser les références. Et une référence, c'est pas une variable, contrairement à un pointeur. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire avec une référence. On illustrera ça plus tard. Donc en résumé, les trois passages, on a le passage par valeur, c'est une copie complète de l'objet ou de la structure qui est envoyée, qui est effectuée. Donc on ne modifie pas ce qu'on envoie. On a le passage par référence où la syntaxe est identique au passage par valeur. C'est juste qu'au lieu de recevoir une structure, on reçoit une référence de structure. Et là, ça va fonctionner, on va pouvoir buter Inosuke. Où on a le passage par adresse, où on envoie l'adresse, c'est un pointeur, et je modifie. Par contre là, la syntaxe est différente. Vous allez me dire, mais c'est complètement con de travailler avec le pointeur. Eh ben, moi perso, je ne travaille jamais avec les références. Alors pourquoi? Parce que syntaxiquement, vous ne voyez pas si vous manipulez quelque chose de local ou qui vient d'ailleurs. Donc je m'explique. Là, dans le code de gauche, ici, je vois, donc là je manipule quelque chose qui n'existe que pendant la fonction. Tandis que dans le code de droite, je vais manipuler quelque chose qui vient d'ailleurs. Or, vous voyez que syntaxiquement, il n'y a pas de différence. Si vous travaillez avec un pointeur, là vous voyez que la syntaxe est différente. Là je vois d'office que je manipule quelque chose qui vient d'ailleurs et que les conneries que je fais dans cette zone-ci peuvent avoir des répercussions ailleurs. Voilà. Donc c'est beaucoup plus visuel. Pareil ici, quand j'envoie Inosuke, là ou là, c'est la même syntaxe. Donc je ne vois pas si mon Inosuke envoyé va être modifié par la fonction ou pas. Tandis qu'ici, comme je lui envoie son adresse, ben je sais que potentiellement, il va se faire dégommer la tronche Inosuke. Donc, voilà. Moi, je déconseille fortement les références. Maintenant, c'est ce que moi je déconseille. Vous inquiétez pas que 99,99% des développeurs C++ travaillent quasi exclusivement avec des références parce que grosses fainéasses qui sont, c'est plus facile au niveau tapotage au clavier. Or, d'un point de vue syntaxe, c'est clairement plus parlant, plus explicite ce qu'on fait avec les pointeurs. Maintenant, faites comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Si ça ne fait pas partie de l'énoncé, vous pouvez utiliser ce que vous voulez et que vous préférez les références, faites-le. Mais je vous ai juste donné mon avis perso. Calque ultra important, à jamais oublier. En fait, c'est un gros résumé. Donc, j'ai une variable Toto qui vaut 42, un pointeur d'entier, et ce fameux pointeur, je vais lui dire, tu vas contenir l'adresse de Toto. Donc, d'un point de vue mémoire, quelque part, j'ai le 42. Donc, si j'écris Toto dans mon code, je veux afficher Toto, je veux faire Toto++ ou des machins comme ça. Ça me donne accès à la valeur 42. Si j'écris et Toto, ça me donne l'adresse mémoire de Toto, qui dans cet exemple-ci vaut le 106. Si j'écris PT, donc mon pointeur, sans astérisque, sans rien, juste comme ça dans mon programme, je vais faire un cout de ça, ou faire des trucs avec, bah, ça me donne, vous voyez, c'est la même syntaxe qu'avec Toto, je mets rien devant le nom, donc ça me donne la valeur du pointeur, donc 106, donc l'adresse de Toto, vu que je l'ai initialisé ici avec l'adresse de Toto. Si je tape EPT, bah pareil, j'ai l'adresse de la case mémoire du pointeur, qui est stockée en case 210. Par contre, comme c'est un pointeur, j'ai une fonctionnalité additionnelle que je ne peux pas faire avec les variables. Je peux taper astérisque PT. Et astérisque PT, bah, il va se téléporter en adresse 106, voilà, et il va à la valeur stockée à cette adresse, et j'aurai accès alors à la valeur 42, que je pourrais modifier, lire, enfin peu importe. Si je fais pt plus égal 1, enfin astérisque pt plus égal 1, il va fera 42 plus 1, donc Toto aura 43. Par contre, si je mets pas l'astérisque, si je fais juste pt plus égal 1, c'est pas là, il ne va pas en case 106, il va alors dans sa valeur à lui, auquel il va ajouter 4,
parce que c'est un pointeur d'entier, donc un entier c'est 4 octets, bref, et il ne va pas donc passer à la valeur 110. Et si j'essaie de faire EPT plus égal 1, donc changer l'adresse, de forcer un changement de son adresse, bon ça compile pas, ça on peut pas faire. Donc voilà. Donc n'oubliez pas ce calque. Et le suivant et le dernier est également un truc très important à ne pas oublier. Dernier calque de la vidéo, à jamais oublier, parce que je vous vois venir et évidemment vous allez tomber sur des codes avec des références. De toute façon, quasi tous les codes qui traînent sur le net et les explications, les solutions fournies par ChatGPT et consorts, c'est à base de références et pas de pointeurs. Donc autant bien comprendre c'est quoi une référence. Donc je fais évoluer le code suivant, le code précédent, on a un entier Toto qui vaut 42, un entier machin qui vaut 70, un pointeur PT initialisé à l'adresse mémoire de Toto, et une référence vers Toto. Au niveau mémoire, ça donne ça. Donc on a vu c'était quoi Toto et PT, donc ça j'ai recopié-collé le calque précédent. J'ai rajouté la variable machin dans l'équation, qui est ici, avec sa valeur et son adresse. Maintenant, la question, c'est RT, donc la référence, où qu'elle est? Eh bien, la référence, c'est un alias. Voilà. Donc, la référence, c'est pas une variable. Ça vous donne accès à Toto, comme si vous manipulez Toto, et vous y accédez de la même façon. Donc, si vous faites RT plus égal 1, ben, Toto vous aura 43 à la place de 42. Si vous faites ERT, donc modifier l'adresse, ça on peut pas faire, que ce soit une variable, un pointeur ou une référence. Si maintenant mon pointeur, on avait vu dans des codes précédents, là il avait été initialisé à l'adresse de Toto, à un moment donné je peux changer son contenu et faire que au lieu d'être à 106, ça passe à l'adresse de machin, donc 214, à la place de 106. Ça c'est ok, ça passe. Si j'essaie de faire ERT, donc l'adresse de RT, ben j'ai vu que l'adresse de RT c'est égal à l'adresse de Toto, mais je veux maintenant que j'ai une référence plus sur Toto, mais sur et machin, ça marche pas. Je peux pas faire et quelque chose égal, non, ça marche pas. Bon bah alors je vais faire astérisque RT, je peux pas, c'est pas un pointeur, je peux pas faire d'astérisque. Bon bah ERT égale machin sans le et, ça marche pas non plus. Bon bah RT égale machin, alors ça ce que ça va faire, ça va RT, ça donne accès à Toto, et donc vous allez dégager le 42, vous allez mettre 70 à la place, donc la valeur de machin. Et RT égale et machin, vous allez prendre l'adresse de machin, et Toto voudra, alors l'adresse de machin vaudra 214. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la référence, elle est associée à vie avec ce à quoi vous l'avez associé. Contrairement à un pointeur, vous avez vu qu'ici, il pointe vers Toto, mais plus loin, je peux le faire pointer vers machin. Car un pointeur, c'est une variable avec une fonctionnalité additionnelle, une référence. Vous pouvez voir ça comme un accès direct à une variable et uniquement à cette variable-là. Donc, c'est pas la même chose. Voilà, n'oubliez jamais les deux calques qui viennent de passer, car vous avez la syntaxe d'utilisation référence, pointeur et variable. Et si vous êtes paumé, imprimez ces deux calques et gardez-les toujours avec vous quand vous codez. Voilà, c'est un beau résumé. Et ça termine cette vidéo.